Oryx FM. Oryx Sport avec Amina Boimari sur Oryx FM. Et oui, Oryx Sport ouvre le bal aujourd'hui d'une nouvelle saison footballistique en compagnie de notre consultant et ami en football. Et oui, José Rodriguez, bonjour. Bonjour Amina. Eh bien, bonjour à tous. Nous allons revenir notamment aujourd'hui sur cette émission de la qualification historique sur le terrain des Hanabi en Coupe du Monde de la FIFA 2026 prévue l'été prochain en Amérique du Nord. On fera également une halte sur la Coupe du Monde des U20, des moins de 20 ans remportés pour la première fois par le Maroc, sans oublier enfin de s'attaquer à la prochaine Coupe du Monde des U17 prévue le 3 novembre ici à Doha. Oryx Sport sur Oryx FM. Alors restez branchés bien évidemment sur nos ondes, le décollage est immédiat dans ce premier numéro d'Oryx Sport. On revient d'abord sur la qualification du Qatar en Coupe du Monde 2026. José, le Qatar qui a décroché mardi 14 octobre dernier sa qualification pour cette Coupe du Monde grâce à son succès 2-1 à domicile face aux Émirats Arabes Unis dans la poule A des éliminatoires asiatiques. Comment déjà vous avez trouvé la sélection qatarienne? J'ai trouvé que c'était premièrement historique, comme vous l'avez dit initialement, parce que on se souvient de la participation en 2022, mais c'était en tant que pays organisateur, donc il n'y avait pas eu de phase qualificative. Là, par contre, ils ont été obligés de passer par une phase qualificative qui a été longue, qui a été très difficile, mais ils sont arrivés à bon port et vraiment... c'est une très très belle surprise et puis c'est pour le football qatarien, c'est vraiment superbe. Alors oui, justement, donc cette équipe nationale senior termine première de la poule A. Elle rejoint évidemment l'Arabie Saoudite, aussi qualifiée ce mardi-là grâce à son match nul contre l'Irak 0 partout, ainsi que l'Australie, notamment la Corée du Sud, l'Iran, le Japon, la Jordanie ou encore l'Ouzbékistan, déjà qualifiés dans cette zone asiatique. Comment on pourrait décrire, à votre avis, le parcours global du Qatar dans ses éliminatoires et surtout dans cette zone asiatique avec 48 sélections qui vont participer l'année prochaine? Voilà, exactement. Et ça a son importance parce que du coup, ça a libéré un peu plus de place pour des pays qualificatifs pour la Coupe du Monde, pour cette confédération asiatique, comme pour toutes les autres confédérations. Mais là, effectivement, il y avait plus de place. Donc, effectivement, ça ouvrait plus de chance, un peu plus de chance. Et puis, ça vous permettait de faire quelques faux pas parce qu'il y avait toujours une possibilité de se rattraper. Il ne faut pas oublier qu'il y avait donc 5 tours. Le 5e sera à jouer puisque les pays qui ne se sont pas qualifiés directement à Doha dernièrement auront une chance de se rattraper au mois de mars prochain avec un tournoi entre d'abord l'Irak et les Émirats Arabes Unis et ensuite un tournoi intercontinental. Donc, le parcours n'est pas encore terminé pour certains pays, mais là, ça a été, comme vous l'avez dit, ça a été un long marathon qui a duré 2 ans. Le Qatar n'avait pas disputé le premier tour puisqu'il était réservé simplement aux pays qui étaient au-delà de la 135e place au classement FIFA. Mais ensuite, un deuxième tour, donc avec 9 groupes, 6 matchs à disputer. Ils ont fini premier de cette phase-là. Ensuite, un 3e tour, où là, ça a été un petit peu plus difficile parce qu'évidemment, les taux se resserrent et puis les meilleures nations finissent par se rencontrer. Évidemment. Là, ça a été très difficile. Ils ont terminé 3e du groupe et donc pas qualifiés directement, ce qui les a amenés à ce 4e tour qu'on a pu vivre il y a quelques jours ici à Doha. Donc, il y a eu beaucoup de moments aussi difficiles et d'incertitudes. Et des moments très difficiles, avec... je me rappelle par exemple au 2e tour des défaites lourdes contre les Émirats, justement, je me rappelle un 5-1 je crois, ou 5-0, je me souviens plus, à Dubaï, c'était et un 3-1, une défaite 3-1 au retour ici à Doha. Donc ça avait été très très difficile. Ça a coûté la place à un sélectionneur et voilà, mais au final tout est bien qui finit bien. Alors, comme on dit. Justement, vous me lancez la perche du sélectionneur Youlen Lopetegui qui a récemment donc pris les rênes de cette sélection Hanabi. À votre avis, quel est l'impact de son arrivée et surtout de sa philosophie de jeu sur la solidité et pourquoi pas l'efficacité qu'on a vue jusqu'à présent de cette sélection Hanabi? Alors voilà, je vais plutôt insister sur le point efficacité, parce que philosophie de jeu, vous savez, c'est
c'est La vrai même. on en À parle peu près. beaucoup. Et puis, moi, j'ai l'habitude de dire la philosophie, je la laisse aux philosophes. Et je vais plutôt parler d'idées de jeu. Et là, je trouve que Julen Lopetegui a fait du très bon travail. Il a été d'un grand pragmatisme parce que arriver au Qatar avec des idées de jeu en ayant été avant sélectionneur espagnol, je veux dire, ça n'a pas trop de sens parce que vous n'avez pas les mêmes joueurs, vous n'avez pas la même qualité de joueurs. Donc, il faut être pragmatique, il faut voir qu'est-ce que vous avez entre les mains et essayer d'en tirer le maximum. Et là, je trouve qu'il a été très bon, surtout ce deuxième match contre les Émirats Arabes Unis, parce que c'était vraiment pas facile. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ils avaient eu 2 défaites lourdes dans les phases précédentes. Et là, il a fallu vraiment s'adapter à l'effectif. Et je trouve qu'il a été très bon en y mettant une équipe qui défensivement était très bien en place et qui procédait par contre. Et ils ont été très bons sur ces phases de transition offensive. Ils ont été très efficaces. Et c'est toute l'intelligence de Julen Lopetegui qui a su mettre en place cette organisation. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure de faire avec ce qu'il a. Quels sont les talents ou les jeunes joueurs, les nouveaux talents qui se sont révélés durant cette période de qualification? Oui, alors moi j'ai vu 3 joueurs qui se sont révélés, dont un que je connais bien, Al Ghanei, le joueur de Garafa, qui a 25 ans, mais qui commence à arriver avec l'équipe nationale. Un joueur très très talentueux, milieu offensif, travailleur et une excellente mentalité de travail. Et puis ensuite vous avez Aloui, défenseur central de métier, on va dire, mais qui a joué latéral droit avec l'équipe nationale, qui joue également à Garafa. Et puis aussi le jeune Almanay. Alors là on parle de joueurs qui ont 20 et 21 ans. Donc Almanay, le milieu offensif de Chamal, également un joueur talentueux, très travailleur, et qui ont amené un petit air de renouveau dans cette sélection. Alors, une dernière question pour clore ce dossier, puisqu'on va y revenir évidemment lors de nos prochaines émissions. Est-ce que l'équipe actuelle est-elle plus forte ou, je dirais, plus armée pour la compétition mondiale, notamment en comparaison avec leur participation à la Coupe du Monde 2022 qui était chez eux? Oui, alors difficile à dire comment ce sera l'année prochaine, parce que d'ici là, il va y avoir des matchs, et puis on espère qu'il n'y aura pas de blessés, ce qui peut toujours arriver. Mais on est aussi à un tournant là. On a une génération qui est en train de partir, des joueurs comme Hassan Aïdous, qui était vraiment le pilier de l'équipe nationale, qui maintenant prend de l'âge et puis est beaucoup moins influent dans le jeu de l'équipe. Mais écoutez, on a vu que quand il y a eu des départs comme Khoury, des départs comme Karim et tout, ça a quand même affecté l'équipe et leur retour a été et voilà, positif. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On pourra pas faire une équipe totalement nouvelle. On comptera encore sur les anciens, et puis on a vu leur efficacité contre les Émirats, puisque les 2 buts viennent et de Pedro et de Khoury, donc 2 anciens, 2 vieux de la vieille, et qui sont là depuis pas mal de temps. Donc ça va prendre du temps. Et on espère que d'ici 2026, peut-être 1 ou 2 autres joueurs se révéleront d'ici là et apporteront un petit peu plus de fraîcheur à cette équipe. Voilà, on va rester sur cette belle note justement en vue de 2026. En attendant, on se dirige vers le Chili. Oryx Sport avec Amina Boimari et José Rodriguez sur Oryx FM. Pourquoi le Chili, messieurs, dames? Puisqu'il y a eu un mondial des moins de 20 ans, une équipe nationale marocaine des U20 qui a remporté son tout premier titre de la Coupe du Monde de la FIFA dimanche dernier en battant l'Argentine, détentrice du record de victoire, il faut le signaler, c'était sur le score de 2-0. Alors, qu'est-ce que représente cela pour justement le football marocain et pour le pays en général? Ah ben là, on parle c'est plus une surprise, parce que on va le développer un petit peu, mais depuis quelques années, le Maroc obtient des résultats exceptionnels au niveau des jeunes, et pas seulement, puisqu'on se souvient de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 contre la France, donc résultat vraiment extraordinaire pour ce pays. Mais voilà, ce ne sont pas des choses qui arrivent par hasard. Il y a eu un gros travail qui a été fait derrière, un projet qui a été mis en place. Et donc, je pense que c'est vraiment de bon augure pour le Maroc, parce qu'il y a beaucoup de générations qui sont en train d'arriver et qui sont très performantes avec des résultats probants.
Alors justement, vous venez de le dire, puisque depuis plusieurs années, on a pu suivre l'évolution du football marocain, évidemment, avec une belle 4e place au Mondial 2022 pour les A, une magnifique 3e place, une médaille de bronze au JO 2024 à Paris l'année dernière. Et voici donc cette dernière consécration des U20. Il y a eu une autre. Et sans oublier, ils ont gagné la CAN U17 2025 et cette année. Ils participent au Mondial. Et ils vont participer donc au Mondial en tant que champion d'Afrique. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on parle de différentes générations. Là, on verra au Qatar, on verra les 2008. Coupe du Monde du 20, c'était les 2005. Au JO, c'était les 2001. Donc, c'est vraiment de bon augure pour le football marocain. Et voilà, donc c'est la consécration surtout d'un travail de longue haleine, comme nous le dit Philippe Sanz, l'ancien entraîneur des gardiens des U20 marocains entre 2015 et 2017, et puis des seniors également entre 2017 et 2019. Philippe qui a fait deux Coupes du Monde, une avec le Maroc, une avec l'Arabie Saoudite. Là, on parle des seniors, évidemment. Et qui a une grande expérience et qui faisait partie de ce projet au Maroc sous la houlette de son Excellence le roi du Maroc, et de Nasser Largué aussi, qui a une place très importante dans le projet. On va essayer d'écouter l'analyse complète de Philippe, que vous avez d'ailleurs contacté. On l'écoute. Cette évolution du football marocain, ainsi que ses résultats plus que positifs à travers le monde, il faut revenir au commencement. Au commencement, c'est entre 2007 et 2008, quand Sa Majesté le roi Mohamed VI décide de donner un renouveau au football marocain. Donc à ce moment-là, il contacte Nasser Largué, et ensemble, ils vont voir le projet de construire l'académie Mohamed VI. Mais c'est à partir de là que tout commence, parce qu'on a pu retrouver plus tard quelques joueurs qui étaient déjà en équipe nationale. Après, il y a eu une deuxième personne aussi très importante qui a fait que le football marocain est devenu ce qu'il est en train de devenir. C'est le président Fouzi Lerja. Donc lui, il voulait aussi insuffler un nouveau souffle au football marocain. Donc à partir de là, il a contacté Nasser Largué, qui en 2014 avait quitté son poste, et tout de suite, il a été engagé par le président de la fédération. Donc là, tout un chemin, tout un programme a été mis en place au sein de la DTN. Dans la DTN, il y avait déjà Jean-Pierre Mourlan, lui qui a créé tous les diplômes que l'on peut avoir dans le football. Il les a mis en fonction au Maroc, ainsi qu'il s'est occupé du développement du football amateur, la création de coupes nationales pour les jeunes. Et Nasser, lui, s'est occupé du reste, c'est-à-dire que de 4 équipes nationales, on est passé à plus de 2 équipes nationales. Donc ensuite, il y a eu une mise en place avec un échange avec les clubs. Il y avait des visites dans les clubs, des formations continues sur 3 jours au centre Mamoura, avec les préparateurs physiques, avec les entraîneurs de gardiens de but dont je faisais partie. On a fait tout un bilan sur le football national, qui allait, ce qui n'allait pas, les besoins, les manques, au niveau des éducateurs, au niveau des gardiens, de tout, quoi. Au niveau des joueurs, tout. Ensuite, il a été créé une charte pour les centres de formation. La fédération a aidé beaucoup les centres de formation en incluant des zones, des préparateurs physiques, des directeurs de centres avec du matériel et financier. Et il y a eu aussi la création de centres fédéraux à travers le pays. Ainsi, bien sûr que tout le monde connaît, c'est le meilleur centre qu'on puisse trouver en Afrique, et même qui rivalise beaucoup avec des centres d'Europe. C'est celui de Mamoura, qui est un outil de travail extraordinaire et magnifique. Et sans oublier une partie très importante, la détection à travers l'Europe des binationaux ou susceptibles de l'être, qui ont rejoint les équipes nationales. Même si des fois on n'en pouvait pas, il y avait toujours un entraîneur dans un petit club qui avait une petite pépite, qui contactait la fédération royale marocaine de football. Il y avait toute une chaîne mise en place pour en arriver là. Il faut du temps pour y arriver, et le temps paye maintenant. Voilà ce qui s'est passé au Maroc. Il y a beaucoup de travail pour les gens qui sont en place, énormément de travail. Moi, je me rappelle, on a fait plus de 9000 km au Maroc pour aller rencontrer les gens, pour rencontrer les éducateurs. Et voilà, quoi. Donc, c'était quelque chose qui était assez fabuleux, et c'était une expérience pour moi formidable. Et je ne suis pas étonné que le Maroc a des résultats maintenant.
Voilà donc, c'était Philippe Sanz qui nous résume tout ce long travail fait par le Maroc, par les autorités marocaines, par le roi du Maroc évidemment, pour mettre en place toute cette chaîne d'évolution du football national et décrocher des résultats. Alors, comment on pourrait décrire tout cela ? Moi, il y a des mots déjà qui m'interpellent, hein, c'est-à-dire patience, parce qu'il en faut beaucoup au niveau des jeunes. C'est un long processus. Détection, parce que c'est important. C'est très important. Organisation, bien sûr. Infrastructure. Centre de formation. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir hier soir Nasser Largué au téléphone et qui me parlait. L'un des artisans un des grands artisans de ce projet et qui me disait que ce centre technique où travaillent les équipes nationales et où sont hébergés les jeunes pépites, il me disait qu'il est probablement parmi les 10 meilleurs au monde. Exact. Voilà. Donc c'est quelque chose de vraiment exceptionnel et tout est réuni pour que les résultats arrivent et on voit que depuis 2022 ça n'arrête pas. Donc et vu le potentiel joueur qu'il y a et au Maroc et de partout dans le monde, parce qu'on sait que le peuple marocain a beaucoup immigré pendant une certaine période, donc il y a beaucoup de joueurs marocains éparpillés un peu partout, surtout en Europe. Donc voilà, ça marche. Alors justement, donc cette victoire des U20 confirme l'émergence du football au Maroc sur la scène mondiale. À votre avis, quel a été le rôle du sélectionneur Ouahabi dans ce succès des U20 ? Oui, Mohamed Ouahabi qui est pareil, donc issu de l'immigration puisqu'il est né en Belgique, il a fait toute sa formation. Il est franco-marocain. Voilà. Plutôt belgo-marocain. Voilà. Qui a fait toute sa formation d'entraîneur et son parcours donc, en tant qu'entraîneur aussi en Belgique. Oui. Il a très vite intégré les équipes de jeunes d'Anderlecht, qui est le plus grand club belge. Exact. Et puis, il a ensuite donc, intégré ce projet, ce fabuleux projet avec le Maroc. Et je pense qu'il y a apporté, en plus de la touche technique, fantaisiste, qui est toujours celle des pays d'Afrique du Nord, qui a toujours cette petite folie, il y a apporté une petite rigueur, la rigueur un petit peu qu'il a dû connaître en Europe. Et il a obtenu un résultat exceptionnel parce que il ne faut pas oublier qu'en plus du parcours qualificatif, ils ont battu pendant cette compétition 2 des nations les plus fortes U20, la France en demi-finale et l'Argentine en finale. Alors justement, on parle un petit peu de ces joueurs qui ont émergé, ces jeunes joueurs qui se sont illustrés. Est-ce qu'on peut citer quelques-uns et leurs qualités ? Oui. Alors il y a surtout Yassir Zabiri qui a marqué les deux buts en finale, voilà, qui est un joueur très très prometteur. Alors qui sort de cette académie, Mohamed VI. Donc c'est un des produits de cette académie. Et puis il y a aussi Oussam Essadak qui est le capitaine de l'équipe et qui sort lui aussi de cette académie Mohamed VI. Voilà, 2 joueurs à suivre qui feront probablement les beaux jours du Maroc dans les années qui viennent. En tout cas, on peut dire que l'équipe marocaine des U20 a montré cette grande solidité défensive avec seulement 5 buts encaissés durant tout le tournoi. Ouais. Comment on peut expliquer cette force collective ? Alors je pense que la touche de l'entraîneur évidemment est très très importante parce que on sait que le Maroc, je me souviens d'en avoir parlé avec Philippe à l'époque où il travaillait avec les jeunes Marocains. Il y avait beaucoup de qualité technique, mais il y avait beaucoup moins de rigueur. Et je pense que c'est ce qui vraiment a fait la différence. Ils ont fini par comprendre que avoir le ballon, dribbler, c'est très important, mais si vous prenez 2 ou 3 buts par match, ça devient très compliqué. Exact. Et donc, ils ont pris conscience de ça et ils ont réussi à apporter à cette touche technique, créative, la rigueur défensive. Et on en arrive à un résultat très probant comme celui qui a été celui de cette dernière Coupe du Monde du 20. Voilà, un trophée énorme remporté. Le premier pour le Maroc, exceptionnel. Dans cette catégorie, en tout cas, le Maroc va co-organiser, vous le savez, le Mondial 2030, ce sacre des U20. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tremplin pour ce grand projet marocain ? Alors, normalement, oui, ça devrait, même si on sait que le passage entre U20 et senior
nous réserve parfois quelques surprises parce que c'est un autre monde, le football professionnel, c'est autre chose. Mais effectivement, c'est quand même de bon augure. Quand vous avez autant de très bons résultats, de très bons joueurs, il ne faut pas oublier que sur cette génération de U20, seuls 6 joueurs jouaient au Maroc. Tous les autres jouent déjà dans des grands clubs en Europe, donc c'est quand même significatif. Donc voilà, il n'y a pas lieu de poser la question où on va les voir prochainement. Oui, ça c'est sûr. On sait déjà où les voir pour certains. Orix Sport avec Amina Boimari et José Rodriguez sur Orix FM. Allez, plus que 10 minutes avant la fin de cette émission, on arrive à notre dernière escale de la semaine, le mondial des U17. Une compétition qui débute justement lundi prochain avec 48 sélections scindées en 12 groupes de 4 équipes qui joueront d'ailleurs 8 matchs par jour sur les terrains d'Aspire. On va essayer avec vous, José, de connaître un peu mieux cette compétition, décortiquer un petit peu cette nouvelle compétition à 48 formations. Oui. Alors, un nouveau format, de nouvelles phases de qualification. Comment ça s'est déroulé jusqu'à aujourd'hui ? Alors, donc, comme vous l'avez dit, 48 pays qualifiés, c'est le double de ce qui était habituellement. C'est beaucoup quand même. Nombre, oui, c'est énorme. Ça fait vraiment beaucoup. Puis au niveau de la logistique, c'est vraiment un sacré boulot. Alors, une phase de qualification qui est identique à celle du football senior, c'est-à-dire que chaque confédération organise sa phase de qualification. Et ensuite, vous avez donc les compétitions aussi, donc le championnat d'Europe, le championnat d'Amérique du Sud, le championnat d'Asie, des confédérations qui va déterminer les pays qualifiés. Comment ça se répartit ? Donc, au niveau de l'Asie, par exemple, vous aviez 9 places, y compris le Qatar, qui est pays organisateur. Oui. L'Afrique avait 10 places, l'Amérique du Nord, 8, l'Europe, 11, l'Amérique du Sud, 7 et l'Océanie, 3 places. Voilà, donc en fonction des compétitions organisées dans ces confédérations-là, vous obteniez les pays qualifiés. Et dire que la Chine avait organisé la première édition en 1985. Exactement. Il y a eu une grosse évolution depuis cette date-là. Grosse évolution parce qu'à l'époque, on parlait encore de U16, ce n'était pas les U17, c'était les U16. Exactement. Alors, quelle est la différence justement en citant cet exemple-là ? Pourquoi maintenant, aujourd'hui, on appelle les moins de 17 ans au lieu de dire U16 ? Oui, c'est tout simplement une façon d'uniformiser les compétitions au niveau international. Voilà, vous aviez des pays qui faisaient des compétitions U16, des pays qui faisaient U17, et donc ça créait un peu de confusion, parce que lorsque vous arriviez sur les phases qualificatives, des fois, votre meilleure génération ne correspondait pas à la catégorie d'âge, donc ils ont décidé d'uniformiser ça, et aujourd'hui, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, en Asie, et au niveau mondial, on parle de U17. Alors, qui est la dernière équipe à avoir remporté donc, cette compétition en 2023 ? Je crois que c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne, exactement. L'Allemagne qui est championne en titre et qui viendra défendre son titre ici avec une pépite dans ses rangs. Alors justement, est-ce qu'on peut citer quelques bons joueurs, quelques bons talents dans cette catégorie-là ? Oui, bien sûr. Alors je vous parlais de l'équipe d'Allemagne. Vous avez le jeune Wisdom Mike, un joueur très très prometteur, très rapide, un attaquant qui joue déjà au Bayern de Munich et qui a déjà fait ses débuts en Bundesliga. Donc c'est quand même quelque chose de très prometteur. Sur le continent africain, vous aviez donc Ilyes Belmokhtar, la perle marocaine qui joue à Monaco et qui a déjà été élu meilleur joueur du championnat de France U17. Donc à suivre. C'est quand même un joueur à suivre. Et qui sort d'une victoire. Il a remporté la CAN avec le Maroc, la catégorie U17. Vous avez aussi Emile Witbooi d'Afrique du Sud, un joueur très jeune, 2009, donc il a 16 ans, il est plus jeune que la majorité des joueurs présents, qui joue à Cape Town en Afrique du Sud, mais qui a déjà été contacté et invité pour faire un stage à Chelsea, en Angleterre. Et ensuite, il y a une perle à Al Ahly, en Égypte, Hamza Mohamed Abdelkarim. Oui, je l'ai vu jouer. Qui a été soulier d'or de la phase qualificative et du tournoi qualificatif des pays arabes, donc aussi un joueur très très intéressant. Et puis vous avez, comme toujours, les perles sud-américaines que je vous recommande vraiment. Donc Mathias Satas, à suivre des Argentins, vraiment. Des Mathias Brésiliens. Satas, un Argentin gaucher, milieu défensif qui joue à Boca Juniors, un joueur que j'ai vu jouer et qui est vraiment exceptionnel. Un jeune Brésilien, pour pas les oublier, ils sont toujours là. Ils sont bons. Gabriel Meck, un joueur aussi. Un joueur exceptionnel aussi, qui joue à Grêmio, qui est l'ancien club de Ronaldinho. Et puis vous avez aussi le gardien de but argentin,
José Castello, qui joue au Real de Madrid déjà. Donc, une très belle référence. Vraiment, je recommande à tous les gens qui aiment le foot d'aller voir ces matchs-là parce qu'on va y voir du grand spectacle. Il y aura plein d'étincelles sur les terrains d'Aspayor à partir de la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des clubs de ces joueurs qui ne les laissent pas venir pour la plupart du temps dans ce genre de compétition? Pourtant, c'est un mondial. Alors effectivement, ça arrive. Il arrive que des pays ne libèrent pas, que les clubs ne libèrent pas les joueurs pour représenter leur pays, tout simplement parce qu'on parle de joueurs, malgré leur jeune âge, puisque certains n'ont pas encore 17 ans, ils ont 16 ans, mais ils ont des contrats professionnels déjà dans les clubs, ce qui signifie qu'ils sont intégrés dans l'équipe première du club. Certains, même la plupart, ont déjà débuté avec l'équipe première de leur club. Oui. Et étant donné que la Coupe du Monde U17 n'est pas une authentique date FIFA pour le football senior, les clubs ne sont pas obligés de libérer les joueurs. Tout comme les U20 d'ailleurs, ils ont eu ce problème. Exactement, aussi. L'équipe de France a eu ce problème lors du dernier mondial U20, puisqu'on a eu des joueurs qui, même en cours de compétition, ont été obligés de rentrer dans leur club parce que c'était une exigence qui avait été fixée avant le début de la compétition. Oryx Sport sur Oryx FM. Allez, 5 minutes avant la fin de cette émission, on parle évidemment du Qatar, le pays hôte de cette compétition des U17. Justement, donc le groupe du Qatar est composé de l'Italie, de l'Afrique du Sud, mais aussi de la Bolivie. Et puis, des nations qui sont assez, assez bonnes dans ce genre de catégorie d'âge de football. Alors, l'Italie qui est un adversaire historique. À votre avis, quel est le principal danger de cette équipe sur le Qatar? Oui, c'est sûr que la poule va être difficile. Donc, vous avez mentionné l'Italie qui a été demi-finaliste du dernier championnat d'Europe U17. Donc, c'est une référence avec pléiade de joueurs qui jouent dans les plus grands clubs italiens. Donc, effectivement, ça va être compliqué. La Bolivie, pareil, sud-américain. On connaît la maturité que peuvent avoir ces joueurs déjà, malgré leur très jeune âge. C'est des joueurs qui arrivent déjà très matures, très physiques, avec beaucoup de personnalité. Et puis l'Afrique du Sud, qui va à coup sûr apporter un potentiel physique assez important. Donc ça va pas être facile. Ça va être du solide. Alors justement, le sélectionneur de l'équipe du Qatar des U17, Alvaro Mejia, a annoncé la liste des 22 joueurs qui vont prendre part à cette compétition. Est-ce qu'on peut parler rapidement de cette liste? Quels sont les joueurs les plus marquants, notamment ceux de Douhail ou d'El Gharafa? Oui, alors une liste qui est essentiellement composée de joueurs évidemment qui évoluent dans les plus grands clubs au Qatar, que ce soit Douhail, Al-Sadd, Rayan ou Gharafa, voilà. Alors je vais relever trois joueurs. Tamim Al-Kadi, un attaquant gaucher d'Al-Sadd qui est de 2008. Qui joue côté droit, qui est puissant, rapide, qui est très bon techniquement, donc un joueur à suivre. Ensuite, nous avons Zaïd Faisal, l'attaquant de Gharafa, voilà, qui est aussi lui de 2008, qui est un très bon joueur de tête, surtout. Une très bonne frappe de balle. Et puis Adam Riyad, aussi le défenseur central d'Al Duhail, voilà, de 2008, qui est aussi un joueur très prometteur. Alors, une dernière question, évidemment, pour clore cette émission, puisqu'on débattra encore plus sur ces U17 à partir de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, à votre avis, José Rodriguez, quel est l'objectif réaliste pour l'équipe qatarienne des U17 dans ce tournoi, sachant que c'est une compétition qui n'est pas, encore une fois, une date FIFA? Oui, exactement. Alors, le format de la compétition fait qu'il peut y avoir une possibilité d'accéder au 32e de finale, qui est à mon avis l'objectif de beaucoup de sélections. Et là, comme on a une compétition à 48 équipes et que nous avons donc 12 groupes de 4, vous aurez les 2 premiers de chaque groupe qui seront qualifiés, plus les 8 meilleurs troisièmes. Donc ça donne quand même une opportunité de pouvoir se qualifier. Après, et d'aller au-delà de la phase de poule. Et d'aller au-delà de la phase de poule. Et ensuite, on sait que les phases à élimination directe, tout peut arriver. Et là, c'est vraiment intéressant d'y participer. Le plus dur, c'est de sortir de la phase de groupe.
Je pense que ça va pas être facile, mais je pense que le début de la compétition va être déterminant. Voilà, donc il faudra tout donner pour les premières rencontres, puisque le Qatar affrontera en premier l'Italie, cette équipe historiquement difficile pour la catégorie des U17 notamment. Et puis, demi-finaliste du dernier championnat d'Europe. Donc, exact. Voilà, donc c'est évidemment la toute dernière information de cette émission, la première de la saison 2025-2026. Merci à vous, José Rodriguez. Merci à vous. Pour toutes ces précisions, ces détails. Merci à Ehsen Jabri qui était à la réalisation. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour parler évidemment de la Coupe du Monde des U17 qui commence le 3 novembre sur les terrains d'Aspayer. Au revoir. Oryx Sport revient pour une nouvelle saison pleine d'événements. Entre Coupe arabe Qatar FIFA 2025, Coupe du Monde U17 Qatar FIFA 2025 et Coupe du Monde 2026, le débat sera chaud bouillant cette saison. Amina Boimari et José Rodriguez seront au rendez-vous chaque mardi pour décortiquer et analyser toutes ces compétitions. Oryx Sport, du foot plein les oreilles.